Comment peut-on négocier son premier salaire? Est-ce vraiment possible? Donc aujourd'hui, je suis avec Fred de la chaîne Fred Mola Négociation pour tous, si je me Salut. souviens bien. Donc, je vais te donner un point de vue assez direct et j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Perso, je crois qu'il est très dur de négocier son premier salaire. J'ai l'impression que c'est quasi impossible à une petite marge de manœuvre près, c'est-à-dire pour un ingénieur, on va dire entre 500 et 2000 euros par an. Et quand on est en stage, alors là, si on arrive à négocier 100 euros par mois, je trouvais qu'à l'époque, c'était vraiment une négociation réussie. Commençons par le cas de quelqu'un qui réussit ses entretiens et qui va avoir soit un premier job, soit un premier stage. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est possible vraiment de négocier son premier salaire? Alors, et une question qui est excellente, donc déjà bien joué de la poser. J'imagine que ton audience doit se la poser régulièrement. Donc, je pense que la question du premier salaire, elle est difficile parce qu'on change d'état. C'est-à-dire qu'on passe d'état je suis étudiant, je recherche un travail à maintenant, ça y est, j'ai un CDI. Et donc, on a tendance à, le jour où on reçoit la première proposition, à dire bah oui, ok, tout de suite, on va absolument accepter. Donc, effectivement, comme en plus on est dans un moment, je trouve, où les gens recherchent de plus en plus des personnes avec de l'expérience, où c'est difficile des fois en tant que junior, sans aucune expérience, de rentrer dans une entreprise, je dirais qu'il ne faut pas trop faire la fine bouche pour le principe. C'est-à-dire ne pas essayer pour le principe d'aller gratter 50 euros, 60 euros par mois en plus sur la feuille de paye. Mais par contre, vous avez, et moi c'est une des choses que je défends régulièrement, il y a plein d'autres choses à négocier par rapport au salaire. Et donc peut-être que vous pouvez plutôt chercher à mettre en avant, je ne sais pas, la possibilité de faire du télétravail, la possibilité de vous former davantage, la possibilité de rediscuter le salaire une année après. Vous pouvez tout à fait dire à votre employeur, bah, étant jeune diplômé, je sais que j'ai peu de marge de manœuvre en termes de négociation de salaire. Par contre, j'ai énormément envie de me former pour apprendre beaucoup. Est-ce qu'on peut s'engager à ce que j'ai un budget de formation de, je sais pas, 10 000 euros cette année? Donc ça peut être des choses que vous pouvez négocier qui sont un peu extra-salariales. Et dans la tête de l'employeur, je trouve que ça permet déjà de ne pas augmenter la masse salariale. Et en plus, ça montre votre intérêt à rejoindre l'entreprise et à vous former. Mais après, je dirais qu'effectivement, suivant les postes, s'ils ont revu 10 candidats, il y a potentiellement quelqu'un à côté qui sera OK pour accepter ce salaire-là. Donc, si vous êtes un peu trop pointilleux sur le montant, ça risque de vous passer devant, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça juste l'aspect donc budget formation, télétravail, c'est smart parce que c'est de plus en plus actuel. J'aurais pas pensé quand j'étais sorti d'école de négocier ça. C'était vraiment pas d'actualité. C'était déjà il y a 8 ans. La future négociation, c'est assez puissant aussi parce qu'en fait, ça permet de te dire bon, tu as envie de monter, tu montres que tu as envie de progresser, d'être bon. Il le voit aussi en plus de l'intérêt pour la boîte. Au budget formation, 10 000 euros, je ne sais pas je sais pas dans quelle entreprise on a un budget aussi grand. Je dirais que c'est peut-être déjà dans les 3 000, je trouve que c'est pas mal dans les grosses boîtes, mais peut-être tu étais dans des boîtes qui avaient plus de budget formation que je n'ai été. Je dis pas forcément qu'ils te donnent un chèque pour aller te former à côté, mais en tout cas que tu dises, bah voilà, normalement les jeunes salariés, je sais pas, en général, la première année, vous avez peut-être une ou deux formations, bah peut-être de négocier, d'en faire au moins trois ou quatre, ou d'en faire une sur le développement personnel ou sur le management. En tout cas, un truc en plus qu'ils peuvent vous donner. Pour eux, ça leur coûte pas grand-chose, et pour vous, ça vous permet d'obtenir quelque chose. Ouais. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Dire, par exemple, déjà se renseigner, est-ce que ça existe dans l'entreprise? Une fois que pendant l'entretien, on en parle, après dire, bah, justement, je suis intéressé par ça, j'aimerais pouvoir y avoir accès, ou si c'est automatique, bah, potentiellement en faire une de plus, c'est intéressant. Et après, ce que je conseillerais aussi, c'est en négociation, je dis toujours de voir un petit peu qui est son interlocuteur. Et là, je dirais de se renseigner un peu sur quelle est l'entreprise. Moi, par exemple, mon premier poste, c'était chez L'Oréal. Bah, voilà, il y avait une grille de salaire. Tu venais de telle école, tu avais tel truc. Et je savais que tous les gens qui rentraient dans mon âge avec mon diplôme, ils avaient ce salaire-là. Et impossible d'aller négocier avec L'Oréal, les ressources humaines, pour un premier poste. Par contre, si vous êtes dans une plus petite structure, où ils ont un peu plus de marge de manœuvre, peut-être que là, ils peuvent faire un peu plus des salaires, je dirais, à la tête du client en fonction du profil. Et vous pouvez aussi, avec les réseaux sociaux, aller discuter un peu avec des gens de l'entreprise pour savoir déjà un petit peu, bah, peut-être que vous allez voir un gars qui a commencé il y a 3-4 ans, donc qui était dans votre situation à 3-4 ans, puis vous écrivez en disant bah, salut, je passe des entretiens dans l'entreprise où tu travailles, tu étais dans ma situation il y a quelques années, est-ce que tu pourrais me filer un petit coup de main? Et les gens sont assez à l'aise de discuter, et puis ça peut être intéressant qu'ils disent bah, en ce moment, c'est un peu chaud parce que, je ne sais pas, tel projet n'a pas marché, ou au contraire, on a un peu de marge. Et vous pouvez récupérer un peu comme ça des informations. Ouais, non, 100% d'accord. Je pense que pour la négociation, c'est 90% en amont, en préparation, et savoir quelles sont les possibilités, savoir s'il y a une grille de salaire. S'il y en a une, ça ne sert à rien d'essayer de négocier de l'argent, je suis totalement d'accord. Enfin, c'est le système français, tu as une grille, tu as 10 000 personnes qui sont employées, tu as 50 ingénieurs comme toi, pourquoi est-ce qu'ils te donneraient plus à toi qu'un autre? Surtout, il y a beaucoup de considérations aussi chez les RH d'égalité entre les personnes de Ouais. différentes catégories sociales. Et si tu demandes plus,
on dit, ben, tu peux mettre en porte-à-faux les personnes en face de toi qui vont dire non, mais je peux vraiment pas. Enfin, on a une grille, quoi. Donc, le savoir est important, ouais, se préparer. Pour les ingénieurs que tu as pu voir, que tu as pu accompagner dans des négociations, heu, est-ce que tu as des faiblesses, des pentes naturelles que les personnes ont lorsqu'elles négocient, qui font qu'elles font des erreurs, qui font qu'un ingénieur ne va pas forcément négocier assez bien? Surtout au début quand il n'a pas trop l'habitude parce que bon, forcément, quand on a 10 ans d'expérience, on a beaucoup plus l'habitude beaucoup plus l'habitude de négocier, mais quand on sort d'école, bah, moi à l'époque, je savais pas faire grand chose, quoi. Alors, je rassure tout le monde, je ne savais pas faire grand-chose non plus en sortant d'école. J'ai toujours eu une certaine facilité à parler avec les gens et puis à discuter, même un peu d'audace, de parfois réclamer certains trucs que d'autres n'osaient pas forcément, mais je n'avais pas du tout de technique de négociation. Je dirais que le problème des ingénieurs, peut-être, c'est d'avoir tendance à plutôt travailler dans des secteurs où on ne gagne pas énormément d'argent. C'est-à-dire on est plutôt parfois dans l'industrie où les marges ne sont pas énormes, où tu travailles avec des gens qui sont les mains dans le cambouis sur les lignes de production toute la journée. Donc, tu te dis, je ne vais pas aller négocier un salaire à 5 000 alors qu'eux, ils gagnent même pas 1 200 en travaillant de nuit et tout. Donc, je pense qu'il y a un peu ce nivellement, je dirais, par le bas où on a plutôt tendance à se dire, bah, je ne veux pas gagner trop d'argent. Bah, moi, j'ai mon père qui est ingénieur depuis, ça fait plus de 35 ans qu'il est ingénieur. Il a encore un salaire qui est très, très faible et il n'ose pas trop le négocier parce qu'il est souvent dans des petites structures. Tu vas moins avoir ça quand tu vas être dans du design, je sais pas, des gens qui travaillent dans la pub, dans la com, où là, en gros, les marges peuvent être énormes. Je pense que ça fait déjà que l'ingénieur, de base, va avoir tendance à vouloir rester assez faiblement payé, un peu indirectement. Après, je connais pas tous les ingénieurs, mais c'est vrai qu'en termes de rapport humain, des fois, un ingénieur va être peut-être un petit peu plus bourrin que certains d'autres types de personnes qui vont être plus habituées à la communication. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est déjà d'oser demander. C'est-à-dire qu'en gros, parfois, on peut être très surpris de juste poser la question et dire est-ce qu'éventuellement, vous pensez que ce serait possible d'envisager ce salaire-là? Ou de dire voilà, moi, j'ai fait mes calculs pour venir m'installer dans votre région et puis pour venir avec ma compagne, j'en sais rien, qui va avoir 6 mois pour trouver un job. C'est vrai qu'avec le salaire que vous proposez, c'est un petit peu, ça va risque d'être un peu complexe. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une possibilité d'avoir une petite revalorisation? Juste déjà demander. Au pire, vous aurez un nom, et puis au mieux, vous aurez un petit quelque chose. Donc, moi, c'est ce que je dis toujours, il faut avoir cette audace-là. Après, ça vient aussi se cumuler au fait qu'on parlait d'argent, c'est quand même un peu tabou. Donc, je pense qu'on a tous aussi un petit peu des craintes par rapport à ça. Dites-vous bien que la personne avec qui vous discutez, la RH ou même votre futur patron, et lui aussi, il a envie que vous veniez. Si vous êtes arrivé devant lui à parler salaire, ça veut dire que vous avez déjà envoyé votre profil, il est sorti dans 30 ou 40 candidatures différentes, il vous a reçu en entretien éventuellement en visio, il vous a reçu en entretien physique, et avec tout ça, vous l'avez convaincu, donc il vous veut aussi. Donc vous avez quand même une certaine valeur à ses yeux. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à quand même un petit peu oser demander des trucs. Que ce soit, faut que ça reste dans la limite du raisonnable. Si pour un premier job, vous dites, moi, je veux être à 100K avec voiture de fonction et puis avoir une assistante, voilà, clairement, ça ne marchera pas. Mais je pense que ça peut être intéressant. Et le profil ingénieur de ce que je connais autour de moi a plutôt tendance à être très, je dirais, à accepter plutôt des salaires assez bas et puis à ne pas oser bousculer un peu, je dirais, les choses déjà un peu établies, quoi. Mais c'est des grosses généralités que je fais sur les Oh, bien ingénieurs. On sûr. est tous les deux ingénieurs, on a sûrement plein de différences et tout le monde est différent. Mais sur le fait d'oser demander, qui peut être difficile quand on est jeune, moi j'avais une technique qui vraiment aidait à passer le tabou de l'argent justement. C'est pas de moi, mais on me l'a donné et depuis je l'utilise à chaque fois que je dois faire une négociation. C'est au lieu de demander justement, enfin de réclamer, en fait, c'est demander si l'autre personne peut nous aider. Et Ouais, c'est-à-dire, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, je vais aller j'ai ma copine qui fait dans tel endroit, donc j'ai un enfant, enfin, expliquer la situation ou bien juste je sors d'école. C'est vrai qu'au niveau budget, c'est un peu ric-rac quand même, le logement sur Paris, c'est assez cher. Est-ce que je comprends que vous ayez les grilles de salaire, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui serait possible, une petite marge ou un petit bonus à la rentrée qui pourrait m'aider, pour, l'installation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait possible? Et cette tournure indirecte permet à la personne de dire non, donc tu lui donnes une porte de sortie énorme pour qu'elle reste confortable. non, clairement. Et puis notamment, si vous avez aussi plusieurs offres en même temps, alors là, c'est vraiment le mieux pour vous. Vous pouvez tout à fait dire, voilà, aujourd'hui, j'hésite entre votre entreprise et une autre. Mais c'est un peu compliqué parce que en termes de conditions de travail, c'est à peu près la même chose. En termes de conditions salariales, c'est la même chose. Après, voilà, est-ce que vous pensez que vous pourriez m'aider dans la décision en faisant une nouvelle proposition? Et là, effectivement,
ça peut aider. Après, je pense que quand on est dans un premier poste en sortie d'école d'ingénieur, on a tendance quand même, dès la première proposition, à aller dans cette entreprise-là. Donc, on n'a pas forcément ce luxe d'avoir deux choix pour comparer. Mais effectivement, il faut se mettre dans une position de… Moi, j'aime beaucoup la stratégie je suis dans l'incapacité de prendre cette décision. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis, c'est pas de ma faute, c'est qu'en fait, je ne peux pas. Par exemple, là, j'adorerais vous dire oui à votre proposition, mais là, actuellement, en l'état, si je viens, je pense que je finirai pas les fins de mois et ça risque d'être compliqué. Ou bien, je devrais continuer de rouler dans une voiture toute pourrie alors que je vais représenter l'entreprise chez des fournisseurs et des clients. Là, tout de suite, je peux pas. La proposition que vous me faites ne me permet pas d'accepter. Je suis désolé. Voilà. Et en fait, ça permet que les gens, je dirais, ça désacralise un peu le fait que vous dites non sans dire non et ça simplifie pas mal. Ouais. Ouais, je dis pas non, je dis il faut que je réfléchisse. Enfin, là, dans la situation actuelle, ça m'oblige à réfléchir. J'ai vraiment envie de venir. Moi, j'aime bien le nuancer avec je veux vraiment venir. Mais c'est vrai que factuellement, en tant que bon professionnel, je peux pas prendre cette décision comme ça tout de suite. Enfin, si vous pouvez m'aider un peu, ça pourrait vraiment m'aider à le faire tout de suite. Mais là, comme ça, c'est un peu dur. Ouais, non, c'est ça. Si vous allez recevoir une offre, vous allez avoir le temps de la regarder et après, vous allez avoir un appel ou une rencontre pour en discuter. C'est très bien dans ces cas-là de commencer par tout le positif. Moi, c'est ce que je fais dans les questions, c'est voilà, j'adore votre entreprise, le projet est excellent, les gens que j'ai rencontrés m'ont inspiré, les perspectives d'évolution sont intéressantes. Mais malheureusement, le salaire est un petit peu bas par rapport à ce que j'espérais. Les perspectives de formation, on n'en a pas du tout parlé. Et, voilà. Et donc, dans l'état, c'est un peu complexe pour moi de prendre une décision. Est-ce que vous pensez que vous pourriez m'aider dans cette décision-là? Et donc là, la personne comprend, déjà, vous avez dit que du positif, donc c'est cool. Et la personne comprend que vous avez envie de venir, mais qu'il y a des choses qui coincent, et donc elle peut vous aider. Et n'oubliez pas que souvent, les gens ont une marge de manœuvre. C'est-à-dire que moi, si je suis recruteur ou même si je suis patron d'une boîte, si j'ai un profil qui m'intéresse vachement, ça ne me dérange pas forcément d'allonger un tout petit peu si je sais que la personne peut me ramener des choses en plus. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant aussi dans ces moments-là de dire qu'est-ce que vous pourrez amener en plus par rapport à d'autres candidats. Donc, de mettre en avant peut-être 2, 3 qualités, que vous n'avez pas qualités, mais ou compétences que vous avez. De dire, je sais pas, j'ai vu que vous étiez sur les réseaux sociaux, sachez que moi, j'aime bien faire du montage vidéo, donc je peux vous filer un coup de main là-dessus. Ou bien, il y a le service logistique qui recrute aussi. Moi, j'ai une formation un peu ingénieur et logistique, donc je pense que je pourrais aussi filer des coups de main. Donc voilà, et vraiment sur votre personnalité à vous, qui fait que si vous recrutez vous, ce sera un peu mieux que si recrute un autre candidat. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que là aussi, l'approche de dire les choses positives au départ est importante. Non pas pour faire la technique du sandwich qui est assez vue et revue et laquelle je suis pas forcément un grand fan de dire une chose positive, négative, positive pour faire un retour négatif, pour dire je peux pas, mais plus dans le sens, c'est important de dire le positif d'abord parce que c'est comme si on t'offre un cadeau, mais qu'avant, tu as le choix entre soit on te dit ce qui va pas avec, que tu as fait quelque chose de mal et t'offrir un cadeau. Dans ce cas-là, tu es focalisé sur ce qui va pas. Et donc, le cadeau, il a aucune valeur. Ou bien, bon, tiens, ça fait plaisir de te voir. J'ai un cadeau pour toi. Ça, c'est tout ce que j'apprécie dans l'entreprise. Bon, il faut quand même qu'on discute de ce qui ne va pas forcément. Et là, tu vas être attentif, mais tu auras eu le truc positif d'abord, quoi. Et tu vas vraiment l'apprécier, sinon tu l'apprécies pas si c'est ensuite. Donc, commencer par négatif, c'est pas forcément une bonne strat. Et je trouve que ton approche est bien à ce niveau-là. Il y a un truc qu'on n'a pas dit juste avant de passer au sujet suivant. Tu l'as mentionné brièvement, et j'aimerais juste que ce soit clair pour les viewers, parce que pour nous, c'est évident. La négociation du salaire, on l'a fait à la toute fin du process de recrutement. C'est ce que tu as dit lorsque tu étais, tu as vu plusieurs fois les managers, les directeurs potentiels, tu as fait l'entretien en physique ou en distanciel, et tu négocies une fois qu'ils sont intéressés par ton profil. On ne négocie pas un salaire au premier entretien. On peut demander à combien ils estiment être le salaire s'ils ne l'ont pas encore dit, leur bande salariale, mais on négocie à la toute fin du process. Sinon, on risque de se tirer des balles. Vraiment que tu aies quelque chose de différent. T'en penses quoi, toi? Non, non, c'est clair. Et c'est clair. D'ailleurs, je pense que dans tes vidéos, tu l'as sûrement abordé plein de fois, mais la question du salaire, elle vient souvent très, très tôt. Les gens, en tout cas, vont vite dire c'est quoi vos prétentions salariales. Alors, peut-être pas au début quand on est en sortie d'école, mais en tout cas, après, c'est assez régulier que dès le début du process, ils demandent les prétentions salariales, juste pour éviter de passer du temps avec des gens qui après demandent trop d'argent. Mais là, pour eux, en gros, c'est juste de savoir si vous êtes dans la cible. Voilà, si eux, ils offrent entre 30 et 40 000, ils veulent juste savoir que vous êtes bien entre 30 et 40 000 et pas entre 60 et 70 000. Donc là, dans ces cas-là, le mieux, c'est de dire, je ne sais pas quel est votre budget pour le poste. Donc là, vous retournez la question, comme ça, c'est eux qui répondent. Et puis, ou sinon de dire une fourchette par rapport à ce que vous savez que les gens en sortie d'école de votre école gagnent. Puis vous faites plus 5 000, plus moins 5 000. Et vous dites ça, et après vous dites, en tout cas, je suis ouvert, je ne suis pas bloqué sur le salaire. Et puis comme ça, vous gardez la discussion à la fin. Et encore une fois, il n'y a vraiment pas que le salaire, Pensez vraiment à tout ce qu'il y a autour. Et si vous voyez que ça bloque sur le salaire, vous pouvez tout à fait demander,
je sais, ouais, c'est tout bête, mais avoir un ordi que vous pouvez avoir pour vous, un téléphone que vous pouvez utiliser pour vous. Parfois, ça va être des réductions. Il y a des boîtes qui vont avoir une cantine que vous allez presque pas payer. Du coup, ça vous gagne les repas du midi. Il va y avoir les tickets resto, il peut y avoir le CE, il peut y avoir. Enfin, il y a plein de trucs, en tout cas, que vous pouvez avoir qui font que c'est plus avantageux qu'un salaire un peu plus élevé, quoi. Ouais, ouais, puis même des techniques, là j'y pense parce que c'est toi qui m'as donné l'idée au tout début là sur le télétravail, dire, bah, j'habite à Lyon par exemple, donc je vais souvent, j'aimerais bien pouvoir rentrer régulièrement les week-ends pour voir ma famille et typiquement à faire du télétravail le vendredi ou le lundi pourrait, être, bénéfique. Est-ce que c'est une possibilité au moins 1 à 2 fois par mois? Et ça peut il y a des choses non matérielles, non financières qui se négocient, c'est peut-être là où on aura plus de chances quand on est débutant, quoi. Et puis, je pense que c'est important aussi d'ouvrir les discussions dès le début, parce que si vous acceptez tout et vous dites oui, 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 et qu'après, 6 mois après, vous dites ouais, par contre, le salaire, en fait, j'ai accepté, mais il était quand même un petit peu bas et tout, on va pas comprendre et du coup, vous n'aurez pas forcément de marge de manœuvre. Alors que si dès le début, vous expliquez que, OK, vous acceptez le salaire, il est bas par rapport à ce que vous espériez, mais que vous espérez que dans un an, une fois que vous aurez fait vos preuves, vous pourrez en rediscuter, bah, le jour où vous allez reparler de rediscussion de salaire, ce sera déjà, on aura déjà un petit peu en tête que vous êtes un peu sous-payé. Moi, je l'ai eu fait pour un poste où j'ai été payé moins cher pendant quasiment un peu plus d'un an, parce que l'entreprise se lançait, parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens. Mais c'était clair dès le début qu'au plus tard, en décembre de l'année, on allait rediscuter le salaire parce que ça n'allait pas. Et donc, c'est important, je dirais, d'ouvrir la négociation dès le début et pas juste de dire ah oui, merci. Et je vous dis, ça, c'est important. Moi, je l'ai fait, hein. Moi, j'ai reçu un contrat, j'ai rien discuté, j'ai signé. Et donc, je pense que ça peut, en tout cas, vous gagnerez plus à le faire aujourd'hui. Ouais, non, je suis d'accord, je l'ai toujours fait et c'est la méta de toute façon dans tout ce qui est finance, les banques d'affaires. Il faut toujours dire qu'on n'est pas assez bien payé ou dire: «Bon, c'est cool, mais il faudrait quand même que ce soit mieux», alors que les personnes ont des salaires totalement démentiels. Mais toujours dire qu'on n'est pas forcément content parce que si on est content un jour, c'est-à-dire que dans leur tête, l'année suivante, quand ils donnent les bonus, ils peuvent se permettre d'en donner moins à cette personne parce qu'elle va moins être susceptible de partir. Ouais, et ça c'est quelque chose que moi j'ai compris après dans l'entreprise. Mais en fait, quand vous rentrez dans une équipe, vous êtes un élément dans une masse salariale. Donc, je sais pas, par exemple, une équipe de 10 personnes, ça représente, je vais dire n'importe quoi, 500 000 euros de masse salariale au total. Et du coup, en fait, bah, les augmentations de salaire, chaque année, le patron, on va lui dire, bah, tiens, tu peux augmenter de 40 000 ta masse salariale. Et les 40 000, c'est lui qui va décider à qui il les donne. Et en général, bah, plus les gens ils sont chiants et ils réclament, plus ils vont obtenir des augmentations, et plus les gens ils sont sympas et ils se contentent, bah, moins ils vont être payés. Donc en fait, on se rend compte que sans devenir le chieur qui parle du salaire tous les matins, c'est quand même bien de régulièrement en parler. Tiens, voilà, j'ai progressé là-dessus, j'ai pris ce projet-là. Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir une revalorisation? Tiens, ça fait 2 ans que je suis dans l'entreprise à un salaire fixe. Qu'est-ce qui pourrait me donner envie de continuer à travailler ici? Et donc en fait, de bien que la personne garde en tête que oui, vous demandez une augmentation de salaire. Et particulièrement quand on est jeune, on a tendance à se faire un petit peu, pas exploiter, mais en tout cas, vous êtes un peu le petit jeune corvéable. Bah, c'est important dès le début de bien mettre des bases assez saines sur le fait que bah, vous savez ce qui se pratique sur le marché comme salaire, vous savez qu'il y a des augmentations tous les ans, vous savez que votre collègue il va sûrement être augmenté, donc que vous avez du coup d'aller demander ces augmentations-là. Ouais. Ouais, tout à fait d'accord. Je te propose qu'on passe au dernier sujet de la vidéo, qui est une question qu'on pose souvent et sur laquelle j'ai pas forcément des grandes compétences, parce que j'ai pas vécu la chose. Hem, c'est quand on est déjà en stage ou en alternance et qu'on souhaite rester dans l'entreprise et qu'il n'y a pas encore eu cette discussion avec l'entreprise elle-même. Pas plus tard que il y a 2 semaines, donc c'était mi-décembre 2022, j'ai un étudiant qui m'a écrit: «Voilà, je suis en alternance, mon alternance se finit dans 5 mois», donc il s'y prend à l'avance, c'est déjà bien, il y pense. Il aimerait rester, mais il ne sait pas comment aborder le sujet parce que le RH et son boss lui ont pas parlé encore de ça. Ce qui peut paraître normal, hein, il reste encore 5 mois, donc ils sont peut-être pas dans l'urgence de le faire, mais lui, il aimerait rester. Comment est-ce que tu conseillerais à quelqu'un d'aborder ce sujet-là et sachant que tu m'as dit en off juste avant que ça t'était arrivé, à toi. Donc, tu as une expérience de première main et en plus, bah, tu as quand même de l'expertise en négociation. Donc, qu'est-ce que tu en penses avec le recul et par rapport à ton expérience? Ce que je pense, c'est que déjà, si vous êtes dans cette situation-là, vous avez un avantage concurrentiel par rapport à des candidats lambda, parce que vous connaissez déjà l'entreprise, et mine de rien, on voit que bah, quelqu'un qui rentre dans une entreprise, qui rentre en poste dans une entreprise, en général, les 4, 6 premiers mois, il ne va pas être au top de son efficacité, parce qu'il va devoir se familiariser avec l'organisation, avec l'organigramme, avec les outils, avec les process et tout. Vous, si ça fait déjà, surtout en alternance, ça fait déjà potentiellement 2 ans que vous êtes dans l'entreprise, 2 ou 3 ans,
vous avez, je dirais, un vrai poids par rapport à un autre candidat parce que vous connaissez déjà l'interne. Donc ça, c'est hyper important. Ça fait que si la personne vous recrute, en gros, s'il y a un besoin sur votre poste et que la personne vous recrute, ça va lui simplifier la vie. Donc ça, c'est important de le savoir. Moi, effectivement, j'ai fait mon stage de fin d'études chez les achats et on était dans une petite équipe. Et à la fin de mon stage, il n'y avait pas de poste tout de suite, mais 3 mois après, on m'a rappelé parce qu'il y avait un acheteur qui avait changé de poste et donc du coup, il voulait m'embaucher. Je dirais que qu'est-ce qui permet de se faire embaucher? Déjà, c'est hyper important de dire au quotidien que vous êtes satisfait et que vous aimeriez continuer dans l'entreprise et potentiellement faire plus. Souvent, quand on est alternant, quand on est stagiaire, on a des missions qui sont restreintes en termes de responsabilité, en termes d'exposition à l'entreprise ou à la hiérarchie. Et donc de dire, bah voilà, moi, en tout cas, j'ai participé à cette réunion avec tel acheteur ou avec telle personne, j'ai adoré, je trouve ça super bien, moi, de faire ça aussi. J'ai fait ce déplacement avec telle personne, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc déjà, je dirais de vous d'avoir une attitude et un comportement où vous montrez que vous pouvez demain quitter le costume de l'alternant et mettre le costume du gars qui est en poste et qui va gérer tout. Parce qu'en gros, la différence, ça va être quand vous êtes en alternance, vous avez quand même un référent qui va beaucoup vous guider, beaucoup vous aiguiller, vous donner éventuellement les missions, le travail, régulièrement vérifier si vous avez bien avancé. Quand vous êtes en poste, oui, vous avez toujours votre manager, mais vous devez quand même être beaucoup plus autonome. Donc, c'est important de montrer cette autonomie-là. Et après, je pense que c'est hyper important aussi de profiter du fait d'être déjà dans l'entreprise pour réseauter au maximum. Alors, le réseautage, moi, j'avais une image de ça très, très négative au début quand j'ai commencé dans l'entreprise. C'est-à-dire que je voyais ça comme, les mecs, ils essaient de récupérer des infos, ils essaient de... Mais en fait, c'est hyper bien d'aller discuter un peu avec tout le monde, de se présenter. Si vous êtes dans des petites boîtes, c'est assez facile à faire parce que tout le monde se connaît, tout le monde se rencontre peut-être à la cafette ou quoi. Dans les plus grosses boîtes, c'est plus compliqué. Par contre, vous pouvez tout à fait dire à votre manager, écoute, ça fait 2 ans que je suis alternant dans la boîte. Moi, j'adore cette entreprise. Je comprends que dans le service, là, il n'y a pas tout de suite de possibilité pour se faire embaucher, même si j'adorerais. Mais je pense que je pourrais éventuellement apporter à d'autres services. Est-ce que tu pourrais me faire rencontrer des équivalents de ta position dans d'autres services? Donc, je ne sais pas, vous travaillez aux achats, bah, allez voir un responsable logistique, un responsable production, un responsable qualité, et juste parler avec lui. C'est quoi ton métier? C'est quoi tes équipes? Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce que c'est intéressant? Ah, c'est marrant, moi j'ai cette formation-là, ça pourrait coller à ça. Et du coup, vous vous faites connaître. Demain, si vous êtes embauché, bah, vous connaîtrez aussi un peu ces gens, ce sera plus facile pour vous. Et en plus, bah, s'il y a d'un coup un poste qui peut s'ouvrir, bah, peut-être que le gars de la qualité, plutôt que d'aller embaucher quelqu'un qu'il ne connaît pas, il va dire à sa RH, ah tiens, j'ai vu un petit stagiaire là aux achats qui avait l'air pas mal, est-ce que je pourrais le prendre? À condition que ça reste quand même dans votre domaine de compétences. Mais... Et après, je dirais que la dernière chose, c'est d'être très, très en contact avec votre manager direct pour que lui sache absolument que vous voulez rester. Parce que parfois, c'est juste ça, c'est que la communication ne se fait pas bien et il ne sait pas forcément que s'il ouvre un poste, vous seriez intéressé. Justement là-dessus, parce que l'exemple que tu as donné avant, je pense qu'il est très pertinent, mais il nécessite justement déjà que ton manager il sache que tu en as envie. Alors, peut-être qu'il s'en doute, peut-être que c'est évident, mais typiquement, là, je pensais juste au jeune qui m'a envoyé un message. Il me disait, lui, il a envie, mais il n'a jamais parlé de ça du tout. Enfin, tu sais, genre, ça n'a jamais été évoqué même. Non pas que il sait pas bien ce qu'il fait, ils sont contents de lui, il aime bien, mais il n'a pas eu peut-être le courage ou l'audace de mentionner le sujet. Comment tu ferais la première fois pour mettre le sujet un peu sur le tapis quand tu le ferais formellement, tu le ferais plutôt justement quand on est en train de manger, de déjeuner avec ton boss? Comment tu t'y prendrais toi si tu devais refaire ça? Bon, je le ferai en one-one avec le boss, vraiment, et plus de façon informelle. C'est-à-dire que moi, je trouve ça bien. Dans les achats, j'avais l'avantage, par exemple, de faire beaucoup de déplacements avec mes managers ou avec des acheteurs. Ça, c'était cool parce que quand tu es en voiture, quand tu es en train, c'est un peu les moments off, mais tu es quand même un peu au boulot, mais tu ne parles pas trop boulot. Et je trouve ça intéressant tu sais, juste dire, bah voilà, moi, je finis mon alternance dans... Et encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure hyper justement, mais demander de l'aide aux gens. Les gens adorent aider, en vrai. Donc, si tu dis bah voilà, écoute, moi, bah, je commence à me poser un peu des questions. Je finis mon alternance dans 4-5 mois. Je ne sais pas trop ce que je vais faire sur le marché du travail, quel type de poste je devrais chercher, quel type d'entreprise. J'adorerais continuer ici, mais je ne sais pas s'il y a des postes ouverts. Est-ce que tu pourrais m'aider pour ça? À part un sombre idiot, personne ne répondrait négativement à ça, quoi. Donc, il y a ça. Et après, si vraiment votre manager est difficilement accessible et vous n'avez pas trop d'infos, essayez aussi peut-être de voir s'il y a d'autres gens qui ont été dans votre situation il n'y a pas très longtemps. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des jeunes diplômés, des jeunes embauchés qui étaient anciennement alternants ou des anciens stagiaires? Et puis, eux, vous pouvez aller les voir aussi. Tiens, juste un café le matin, 15 minutes, bah voilà, je suis alternant aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que je vais faire après. C'est quoi ton expérience? Comment ça s'est passé? Et puis après, il y a les ressources humaines aussi. On peut aller voir les ressources humaines. Encore une fois,
mettez-vous à leur place. Si demain, ils doivent embaucher quelqu'un, et ce serait tellement plus facile pour eux de prendre quelqu'un qui est déjà dans la boîte parce qu'ils n'ont pas d'entretien à faire passer, ils vous connaissent déjà. Tout bêtement, ils ont déjà votre profil qui est créé, ils vous connaissent, ils ont votre compte en banque sur lequel ils vous versent de l'argent. Il y a plein de trucs hyper faciles comme ça qui fait que ce sera peut-être 30% plus facile pour eux de prendre quelqu'un qu'ils connaissent déjà. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Et encore une fois, partez du principe que le non, vous l'avez déjà. Dans la situation actuelle, c'est comme si vous avez déjà dit non. Donc, au pire, allez déjà demander aux gens. Et au pire, on vous dira, ah oui, justement, on a déjà, ah oui, tiens, on va ouvrir un poste. Ah oui, tiens, on peut t'embaucher. Voilà. Donc, c'est juste une question d'audace. Et en général, oui, on a un peu le ventre qui est un peu noué au moment de faire la discussion, le monde, mais en vrai, ça se passe toujours bien. Ah, je trouve ça très pertinent. Je n'avais pas pensé à utiliser le framework justement de demander un conseil à son boss à ce moment-là, mais c'est vrai que toute personne normalement constituée, enfin 90% des gens auraient envie au moins de t'aider ou de te répondre, de t'aiguiller, même s'il n'y a pas de poste, ils diront bah ouais, t'as raison, tu fais bien d'en parler. Je sais que ça va être difficile parce qu'il n'y a pas de poste qui s'ouvre, mais là, le manager, soit il te dit bah on a envie de te garder, soit bah je peux quand même t'aider un peu à trouver soit autre chose dans l'entreprise ou à t'aiguiller. Et dans le cas, ça sera positif d'entamer la discussion. Et puis, aujourd'hui, avec les puissances des réseaux sociaux, moi, j'ai mis du temps à me mettre sur LinkedIn et tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui, ça peut être hyper puissant. Le manager, il a potentiellement, je sais pas, des copains avec qui il fait du sport ou j'en sais rien. Il a de la famille, il a des gens autour de lui qui potentiellement cherchent quelqu'un. Donc, c'est pareil. Moi, si demain je dois recruter, je sais pas, un développeur web pour ma boîte, la première chose que je vais faire, c'est écrire à tous mes potes qui sont un peu entrepreneurs et businessmen, leur Ouais. dire les gars, je suis en galère, j'ai besoin d'un développeur web. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Et je vais 1000 fois plus aller vers quelqu'un qui m'a été recommandé, même si c'est quelqu'un qui me dit tiens, je l'ai eu en stage, il est super bien, prends-le. Je préfère prendre un gars comme ça qu'aller voir un gars que j'ai jamais vu, que j'ai jamais rencontré. Donc la recommandation peut aider. Donc en fait, si votre manager n'a pas de poste ou n'a rien dans la boîte, peut-être qu'il pourra vous dire ah mais attends, bouge pas, je connais telle autre boîte qui cherche potentiellement quelqu'un ou j'ai entendu parler de ça. Donc il y a toujours une connexion à faire et encore une fois, si vous êtes dans une démarche très positive, en plus, si vous voulez rester, ça veut dire que vous aimez l'entreprise, donc vous pouvez en fait refaire une couche sur j'ai énormément appris, c'est génial, je me sens vraiment bien dans cette entreprise et tout. Ouais, non, il ne pourra que vous aider. Ah, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu aurais, Fred, un dernier conseil pour un ingénieur justement qui est dans cette situation, quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué ou une dernière astuce, slash état d'esprit à avoir pour cette première négociation de salaire? Qui peut être un peu stressante hein, pour ces jeunes hein, quand même. Parce qu'on y est passé, nous, ça fait 10 ans, mais c'est vrai qu'au début, faut les chocottes. Hein. Non, non, clairement, je pense que c'est important c'est important de ne pas rester trop seul dans ses idées, en fait. C'est-à-dire que parfois, quand on lit des bouquins tout seul et qu'on réfléchit à des trucs, on se dit, ah ok, moi, je pourrais avoir ça dans mon école et tout ça, donc je devrais obtenir ça au moins. Mais en fait, je trouve que c'est important de prendre un peu la température du contexte. C'est-à-dire qu'en gros, une négociation, moi, je le dis toujours, ça dépend vachement du moment, de la personne avec qui vous allez discuter, presque de la météo du jour, j'en sais rien, c'est presque ça. Donc, en fait, renseignez-vous beaucoup sur quel est le profil de la boîte où vous allez passer les entretiens, quelles sont les politiques salariales, essayez de discuter avec des gens pour pas justement, si vous rentrez dans une entreprise où vous savez que les marges sont très basses et qu'elle ne gagne pas très bien sa vie et qu'ils ne payent pas très bien les gens, mais vous avez super envie d'y aller parce que je sais pas, c'est une startup qui va exploser dans quelques années, allez pas parler de salaire parce que vous allez vous griller tout de suite. Alors que si vous allez dans une plus grosse boîte, là, vous aurez potentiellement un peu plus d'avantages. Et puis après, je dirais, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est-à-dire demander de l'aide à toi, Thomas. J'imagine que tu as plein de gens qui t'écrivent et à qui tu peux faire un petit coup de fil d'une heure pour éventuellement les dépanner là-dessus. Il y a des gens autour de vous, vous aurez sûrement des gens, un peu des conseillers. Si vous êtes dans une entreprise, il y a peut-être des conseillers en RH avec qui vous pouvez prendre une heure de rendez-vous pour qu'ils vous aident un petit peu. Si vous avez des gens dans votre famille qui sont déjà dans des entreprises, prenez 30 minutes pour discuter avec eux. En tout cas, voilà, c'est hyper intéressant d'avoir je trouve que quand on sort d'école, on a une vision du monde du travail qui est un petit peu biaisée par rapport à la réalité. Des fois, on s'en fait une montagne, alors qu'en vrai, c'est pas, ça reste quand même des gens comme toi et moi, et puis qui travaillent au quotidien et assez humains et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller un petit peu oser, taper aux portes, discuter avec des gens. Et puis après, je dirais dans la carrière ensuite, soyez 100% acteur. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai trop souvent été un peu passif dans certains trucs. C'est-à-dire qu'en gros, on attend que l'augmentation elle arrive, on attend que les projets ils arrivent, on attend que
la nouvelle, je sais pas, la nouvelle formation, elle arrive. Et en fait, non. Il faut être beaucoup plus dans la proactivité, beaucoup plus dans le tiens, j'ai envie de me former là-dessus, comment je pourrais faire? Ok, c'est pas possible, mais ce serait possible. Combien de temps? Est-ce que ce serait possible dans 6 mois, dans un an? Tiens, je voudrais être augmenté. Ah, c'est pas possible, mais pourquoi c'est pas possible? Est-ce que ce serait possible dans 6 mois, dans un an? J'ai envie de tisser des liens avec des gens, donc je vais discuter avec un tel, un tel, un tel, et puis comme ça, je me fais un réseau. Et en fait, de beaucoup plus être dans l'action et dans la proactivité plutôt que dans le ah, c'est dur, j'ai pas de contact, je suis pas augmenté et mon travail il est toujours pareil. En fait, pour moi, je l'ai fait pendant des années, mais pour moi, on peut se créer un peu son propre travail, sa propre carrière et tout, et ça, il faut juste être dans le voilà, beaucoup dans l'action, plus dans l'action que dans la complainte, je dirais. Écoute, je te remercie. Être dans l'action pour sa carrière, être acteur de sa carrière, je suis tout à fait d'accord. Pour ceux qui veulent aller me contacter, donc je fais pas beaucoup de calls du tout, mais par contre, en effet, je peux répondre sur LinkedIn, Thomas l'ingénieur, ou sur le forum Discord, il y aura un lien en description. Et pour pouvoir, pour les personnes qui veulent te voir toi, j'imagine que tu as ta chaîne YouTube, Fred Mola, la négociation pour tous. Est-ce que tu as d'autres endroits où ils peuvent te trouver, te contacter s'ils veulent avoir plus de conseils sur d'un expert en négociation? Effectivement, donc ma chaîne YouTube où j'ai posté pendant 2 ans et demi une vidéo toutes les semaines, là j'ai un peu ralenti le rythme. Et sinon sur LinkedIn aussi, Frédéric Mola, MAULAT, où là je suis assez actif aussi en donnant pas mal de conseils sur tout ce qui est négociation et puis un peu plus, je dirais, communication, attitude, audace, parce que c'est un peu tout lié. Et encore une fois, bah, j'ai du mal à répondre à tout le monde parce que j'ai pas mal de gens qui m'écrivent, mais si j'ai l'occasion, j'hésiterai pas. Et aujourd'hui, moi, je travaille en Suisse, j'ai pas mal de contacts dans l'industrie, donc j'ai travaillé chez L'Oréal, j'ai travaillé chez Nestlé, après j'ai travaillé dans un cabinet de conseil où je connais pas mal de gens, et j'ai un assez gros réseau, je dirais. Donc si demain vous m'écrivez en me disant, tiens, je cherche une boîte dans tel, je sais pas, dans tel business, je voudrais travailler dans le médical en France, parce que dans la région Rhône-Alpes, bah, potentiellement, je pourrais peut-être connaître quelqu'un. Donc, n'hésitez pas. Je vais peut-être pas vous répondre à chaque fois. En tout cas, si je vois votre CV passer et que ça peut être intéressant, je pourrais le pousser à la bonne personne. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à pousser un peu des portes. Et grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, on a quand même... les gens sont hyper accessibles et donc c'est bien d'en jouer, je dirais. Bah, je te remercie, Fred, pour tout ça. Et puis, on se retrouve en off juste après. Merci beaucoup. Merci à toi.